Merci. Alors, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que, du coup, sont les Toltecs pour entamer déjà ça? Alors les Toltecs, on pourrait croire que c'est un nom de peuple comme les Aztèques ou les Incas ou les Olmecs, voilà. Et en fait, non, non, Toltec, dans la langue mazatèque, ça veut dire euh, les artisans du rêve. Et en fait, c'est simplement des personnes, des chercheurs en fait, justement de qu'est-ce que c'est que l'énergie, comment bien vivre sa vie, etc., qui se sont regroupés et qui ont finalement cherché la vérité ou comment vivre ou qu'est-ce que c'est que les plans de conscience, etc. Et ils se sont rendus compte en fait qu'on vit toujours dans un rêve. Donc ce que vous vivez aujourd'hui, finalement, c'est le fruit de votre rêve. L'idée de ces Toltecs, c'est de trouver des outils et des moyens de devenir maître du rêve. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler des rêves lucides. Et ce serait finalement de devenir lucide dans notre rêve du quotidien. C'est comme si, en réalité, la vraie transe, c'est celle qu'on vit là tous les jours. Voilà, en répondant à des injonctions, en regardant notre montre, en regardant notre agenda, en se comportant de telle manière et pas d'une autre, etc. Donc voilà, c'est de revenir maître du rêve parce que finalement, selon eux, on a perdu cet accès à cause de la domestication. Donc, je ne sais pas si vous avez des chiens à qui vous avez appris à faire le beau, à donner la patte, etc. Bon, pour eux, c'est un peu la même chose. C'est qu'on a appris à donner la patte, à faire une léchouille quand le maître rentre à la maison, je ne sais quoi. Et finalement, est-ce qu'on vit vraiment notre vie de chien, voilà, ou est-ce qu'on vit vraiment notre vie d'humain, ou est-ce qu'on vit d'une manière domestiquée et conformée, donc à la société, aux normes, à toutes les injonctions qu'on a reçues durant toute notre vie, à travers notre éducation, à travers la religion, à travers la politique, à travers les idées de l'époque. Et l'idée, c'est quelque part de pouvoir s'affranchir de tout ça pour reprendre un peu les commandes et finalement arriver à soi et à vivre la vie qui est au plus près de soi. Hmm. Et aujourd'hui, on entend surtout parler d'un auteur. Est-ce que toi, tu as une seule référence, Miguel Ruiz, ou on t'entend parler aussi de la sagesse toltèque de d'autres manières, avec d'autres grands principes que ceux qu'il évoque? Oui, alors je dirais que actuellement et à ma connaissance, donc bien que je sois toujours en train d'apprendre et de chercher, voilà, on pourrait dire qu'actuellement il y a trois grandes références. Il y a Ruiz qui est le plus populaire, j'en parlerai un petit peu après. Puis il y a Castaneda qui a été très à la vogue, très en vogue, pardon, il y a peut-être une trentaine, quarantaine d'années. Et puis il y a Louis Sansa aussi qui est moins connu, mais qui voilà, qui amène aussi tout un pan qui est peut-être moins développé chez les deux autres. Et puis, donc moi, j'ai eu des enseignements directs aussi avec des personnes qui avaient été enseignées dans cette tradition-là, qui ne sont pas connues. Et surtout, ben, pour ceux qui me connaissent, le gros du travail, c'est fait dans l'invisible. Donc, d'aller connecter voilà, des porteurs de cette sagesse, de recevoir des enseignements ou bien de relire certains événements de ma vie ou, voilà, ou en accompagnement de personnes, de relire certains événements à travers cette sagesse toltèque pour comprendre le fonctionnement. Hein. Ça, c'est toujours mon truc de base, de vraiment maîtriser un outil. Donc voilà. Pour parler de Ruiz, plus spécifiquement, alors c'est vrai qu'on le retrouve un peu partout et puis il a ce côté universel qui se diffuse très facilement. Mais comme je disais, ça c'est peut-être le côté un peu facile. On lit son livre, on pense qu'on a tout compris. Maintenant, entre avoir compris et puis le réaliser effectivement dans sa vie, il y a vraiment un énorme fossé pour beaucoup d'entre nous.
Euh, c'est vraiment son talent et c'était vraiment finalement sa mission de rendre ça accessible. Mais ce qu'on sait souvent moins de lui, c'est qu'à la base, il a vraiment une formation de chaman. Alors, c'est pas comme ça qu'on les appelle dans cette tradition-là. Mais il a fait énormément de travail avec sa mère, Sarita, qui était une grande guérisseuse. Et puis, du côté de son père aussi, il avait un héritage toltèque. Donc, en fait, il a commencé vraiment beaucoup par travailler en tant que chaman, travailler avec les éléments, travailler avec les esprits, travailler avec les ancêtres, faire des voyages au tambour, faire voilà, des états de transe prolongés pour obtenir des informations. Et on pourrait dire que les 4 accords, en fait, qui sont la partie la plus connue de son travail, sont le résultat de 40 ans voilà, de mise en forme et de travail chamanique. Donc c'est ça qu'on oublie parfois, et c'est ça la connexion peut-être avec le fait que je sois le chaman. Et on oublie qu'en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de gérer les trames de fond et puis d'apprendre à diriger l'énergie d'une certaine manière, à passer certains blocages, à trouver une manière de reprendre la maîtrise de notre rêve. Mais donc, évidemment, quand je travaille pas que sur cet aspect-là. Les quatre accords sont juste une partie de tout le processus de transformation qui peut se faire à travers la sagesse toltèque. Du coup, c'est vraiment tout ce processus-là que tu appelles toi sagesse toltèque avec les accords, les 4 accords, puis tous les autres principes. Oui, alors à chaque fois, j'enseigne d'une manière différente. Là, ça fait 8 ans que j'ai reçu l'autorisation, ou des fois, c'est plus qu'on me pousse à le faire, de transmettre cette sagesse. Alors, ma particularité, puisque je travaille avec les énergies, en fait, mon enseignement va toujours différer d'un groupe à l'autre en fonction des personnes qui sont là, de ce que je reçois comme information. Et donc, il y aura des mots ou des expressions ou des choses que je vais mettre en lumière qui sont vraiment destinées aux personnes qui suivent le processus. Donc, je peux déjà pas dire que d'une fois sur l'autre, je fais la même chose. Et donc, effectivement, on va avoir ces 3 grandes maîtrises que sont l'attention, la transformation et l'intention. Et les 4 accords qui font partie finalement de la transformation sont plus ou moins vus ou plus ou moins mis en lumière selon ce qui est demandé par le groupe comme levier de transformation ou voilà, d'avancée personnelle. Mhm. Tu parlais de la trame. Est-ce que tu arrives à parler, à peut-être l'expliquer d'une autre manière, la Oui. trame de pensée? Ça, c'est une question piège. Alors déjà, pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de parler, on est déjà en train de mettre en forme l'énergie. Et donc le mot, hein, vous connaissez la parole impeccable, si vous avez vu les 4 accords Toltec, le mot va déjà être porteur d'une énergie. Donc si je mets trame, effectivement, c'est un mot qui veut dire quelque chose pour moi, qui a une réalité ou un sens pour moi, mais qui n'est pas forcément le vôtre. Et donc, dans cette parole impeccable, c'est vraiment effectivement parfois de mettre en lumière qu'en fait, je parle d'un mouvement en arrière-plan de comment fonctionnent les choses. C'est-à-dire, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui fait que je sois là, ou qu'est-ce qui fait que j'ai pris tellement de temps et de peine à étudier certaines choses, de faire des diètes de dingue, de me rendre parfois malade, pour passer certains processus, etc. Qu'est-ce qui va lancer cette direction, ce process, qu'est-ce qui va donner la direction? Et c'est ça les trames en fait, c'est toujours d'aller voir en arrière-plan. Et c'est très difficile pour moi de le nommer parce qu'en fait c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, qui est de l'ordre du flux de la vie. C'est des énergies en fait, mais dont la plupart du temps on n'a pas conscience. Alors, si je veux revenir sur la sagesse Toltec pour illustrer ça, on peut prendre cette première partie qui est la maîtrise de l'attention. Et l'attention, déjà, il y a 3 niveaux pour les Toltecs. Le premier niveau, c'est l'attention première. C'est celle, voilà, par exemple, je pourrais être en train de parler avec vous autour d'un café.
je mettrais une certaine attention, mais qui pourrait rester superficielle. Ensuite, on a un deuxième niveau d'attention, c'est-à-dire se voir en train de fonctionner. Et puis, rien qu'en voyant comment je suis en train de fonctionner, ça remet une forme d'attention. Et puis, ça peut mettre une direction ou une orientation à ce que je suis en train de dire ou faire avec la personne. Ensuite, la troisième attention, finalement, c'est partir encore d'un autre espace où on pourrait dire qu'on est dans son fonctionnement le plus optimal. Ça rejoint la maîtrise de l'amour ou de l'intention. Et puis, de dire, par exemple, moi, je vais choisir dans toutes mes relations d'amener une certaine énergie, un certain type de rapport. Et ça, voilà, on arrive sur des trames, en fait. Alors que la plupart du temps, on agit sans conscience supplémentaire, à un moment donné, on peut comprendre qu'on a vraiment le pouvoir d'agir et puis d'orienter la réalité d'une certaine manière. Je vais vous donner un exemple. À l'époque où j'ai commencé à m'intéresser vraiment de manière importante à la sagesse toltèque, je travaillais à la police. Et puis, j'allais sur des scènes de crime. Et je rencontrais des gens qui étaient dans des états, en état de choc, dans des états vraiment émotionnels très difficiles, ou de la sidération, des choses comme ça. Et je devais rentrer en contact avec eux. Alors, avant de commencer à vraiment étudier cette sagesse toltèque, je venais et je faisais mon travail plutôt technique. Puis à un moment donné, j'ai pris la décision de faire au moins rire une fois les personnes, rire ou sourire les personnes que je rencontrais dans ce cadre-là. Et en fait, ça change tout pour eux. Parce que je suis arrivée et j'ai créé une bulle d'humain à humain au milieu d'un drame. Et j'ai eu énormément de retours, de remerciements, etc. parce que je suis arrivée et je les ai connectés en tant qu'humains à travers leur souffrance, à travers leur douleur, à travers leur sidération. Et tout d'un coup, pouf, on a remis quelque chose de vivant au milieu de ces situations-là. Bon, voilà, la trame. Il y a une image que tu utilises souvent qui est l'image de la marionnette. Ah. Et je vois bien, je vois un peu cette trame comme cette main qui peut tenir aussi les fils qui nous font aller à droite, à gauche, réagir de telle ou telle manière, comme du conditionnement. Oui, c'est ça, j'allais revenir. Donc, le conditionnement dans le langage toltèque, c'est ce qu'ils appellent la domestication. Le conditionnement, il a deux sources principales. La première, donc c'est comme je disais, c'est toutes les injonctions et l'incitation à se comporter, à penser, etc. d'une certaine manière. Et puis d'un autre côté, tout ce qui va être les blessures, les échecs, les chocs émotionnels, etc. Et tout ça, en fait qu'on se conditionne aussi à répondre d'une certaine manière aux événements ou aux personnes, donc de rentrer dans des réactions. On n'est plus donc justement dans la maîtrise du rêve, on n'est plus qu'en réaction sur un petit créneau qui est le seul qui nous reste dans ce genre de situation. Donc, on peut avoir des peurs, on peut avoir des angoisses ou des choses comme ça. On peut se bloquer sur tout plein de situations, même inconsciemment. Parce qu'il y a ces petites choses-là qui viennent. Ça peut être la sécurité, ça peut être le fait que l'autre puisse nous blesser, etc. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette domestication, donc avec tous les aspects dont je viens de parler, mais en fait, on réduit notre espace vital à chaque fois. Parce que si par exemple je suis sensible au bruit, j'ose plus aller dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Si je suis toujours stressée, ça va être compliqué tout d'un coup de rajouter des choses alors que je suis pas à mon rythme. Et puis finalement, on s'autorise de moins en moins à prendre sa place et puis à se voir comme un individu valable par définition. Voilà, donc moi, je me suis peut-être un peu écartée de la question. Je vais revenir sur la marionnette, mais ce qui est important et qui revient très souvent, pas
pas via la sagesse toltèque, mais dans mon travail avec le monde spirituel plus directement, c'est vraiment qu'on est tous des enfants bénis et chéris, voulus par l'univers. Mais est-ce que on peut déjà l'accepter pour soi-même? C'est extrêmement dur. Donc c'est ça la marionnette en fait, c'est que par exemple, je sais pas, moi un jour je vais voir Clémence et puis elle me parle mal et puis après ça vient me toucher quelque chose où je me sens rejetée. Alors peut-être vous connaissez la théorie des 5 blessures, enfin bref, peu importe ça, mais ça veut dire qu'après j'aurai une crainte de retourner la voir. Donc là, je suis comme une marionnette, c'est-à-dire que c'est cette crainte ou cette douleur ou cette mémoire qui vont finalement être les maîtres de ma vie, mais pas moi. Et je me coupe de l'aspect vivant de la rencontre one-to-one, d'égal à égal avec une autre personne. Donc effectivement, il y a tout un travail qui se fait avec cette sagesse toltèque pour dénouer ces choses-là ou remettre de la flexibilité. Voilà, ça ne veut pas dire, quand on travaille avec la sagesse toltèque, qu'on va être obligé de retourner voir Clémence. Bon, excuse-moi Clémence. Et, Je prends pas titre voilà. personnel. Mais on peut gagner cette liberté de refaire un choix conscient et de décider. Et de décider, non, ce truc-là, c'est pas lui qui va commander ma vie. C'est moi qui décide. Et si je me dis, peut-être que j'ai quand même envie d'aller recontacter Clémence, lui proposer, par mon énergie, d'établir un autre type de relation, je peux le faire. Et là, on rentre du coup dans la transformation. Donc, Oui. tu passes de l'attention dont tu parlais avant à la transformation. Oui, donc la transformation permet justement d'obtenir cet espace et puis de reprendre les commandes ou les rênes justement de cette file. Et puis c'est pas parce que on me dit garde à vous que ma main elle monte directement. Non, j'ai ce choix de dire bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Je peux évaluer la situation, puis me dire ça me coûte rien, ça fait plaisir à l'autre. Et puis si je le fais, ben je passerai mon chemin et il y aura pas forcément besoin d'un conflit. Donc je le fais. Et puis d'autres fois je vais juste dire moi ça m'intéresse pas et puis partir. Et du coup on n'a plus énormément de conflits avec l'autre parce qu'on voit aussi ses fils à lui et ses conditionnements à lui. Et ça c'est extrêmement précieux dans beaucoup de situations. Ça remet la place de chacun d'une certaine manière qui est plus claire et ça nous permet vraiment de décider si on rentre ou pas dans ce jeu relationnel, dans cette connexion et de quelle manière. Voilà. Et j'ai conclu avec le mot pouvoir, c'est pour ça que je me suis arrêtée là-dessus. C'est vraiment pour moi un processus de reprise de pouvoir personnel, justement, le pouvoir de revenir au choix, d'avoir cet espace, de pouvoir revenir à soi, à ses valeurs, être dans un état de bienveillance envers soi et envers finalement les situations, la vie, les gens. Voilà, et j'aime beaucoup ce mot pouvoir. Il fait souvent peur ou il crée toutes sortes de réactions. On va pas faire un sondage ici, mais souvent quand je demande qu'est-ce que vous associez au mot pouvoir, je vous laisse le faire dans votre tête ou chez vous là. Il y a tout un tas de réactions. Et quand on prend ce mot pouvoir et qu'on le ramène au verbe pouvoir, ça veut juste dire je peux. C'est juste revenir à un choix. Et une Donc c'est là, voilà, la transformation quand elle est faite, on arrive là et on arrive au pouvoir de la maîtrise de l'amour, à la maîtrise de l'intention, et ce qui fait qu'après notre vie s'aligne de plus en plus finalement à notre rêve et à ce qu'on veut voir advenir pour nous-mêmes. C'est pas une histoire de pouvoir sur les autres, c'est une histoire de reprendre son pouvoir à soi et de ne plus être la marionnette de ses souffrances, de ses conditionnements, de ce qu'attend l'autre, de ce que veut la société pour nous, etc. Et plus concrètement, comment tu travailles avec ces différentes choses, avec l'intention, avec l'intention et l'attention dans tes groupes? Parce que Tu veux que je dévoile mes plus grands secrets? parce que j'imagine que, comme beaucoup de gens, moi j'ai lu le livre,
Et, et ben, j'ai voulu le mettre en pratique. Et Et alors, il y a eu des choses incroyables et il y a aussi eu des choses catastrophiques. Et à travers l'accompagnement que j'ai eu la chance de faire avec toi, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup des quatre accords Toltec, notamment, que j'avais pas compris. J'avais compris certaines couches, mais pas toutes les couches. Et je trouve ça intéressant aussi de voir comment toi, tu accompagnes là-dedans. oui, alors j'ai pas du tout la prétention d'avoir compris toutes les couches, mais j'en ai décortiqué plusieurs. Et il faut quand même voir ça un petit peu comme une. Alors, il y en a peut-être aussi qui pratiquent du yoga régulièrement. Et plus on pratique le yoga, plus on sent, plus on affine, plus on rentre dans certaines postures, plus on sent les énergies travailler, on peut sentir les organes, etc. Je dirais que c'est la même chose hein, pour la sagesse toltèque. Et puis, je ne sais pas qui est là, mais je pense qu'il y en a qui ont déjà fait voilà, le cycle avec moi, un cycle ou plusieurs. Et donc, à chaque fois, on peut approfondir. Parce que, si tu veux, c'est quelque chose qui est valable à la fois pour des situations très superficielles, très externes, très extérieures. Et puis, on va avancer, en fait, plus finalement on va affiner et se connaître toujours plus et voir quand ouais, mais non mais ça je peux lâcher vraiment. Donc voilà. Alors, comme tu veux du concret, on va faire du concret, tout prévu. Donc, en fait, comme je disais, ce qui est important, c'est de comprendre, pour moi, de comprendre déjà qu'il y a les trois maîtrises. Donc, il y a l'attention, on en a un Je peu vois pas de parlé. tableau. Ah, je vais le mettre un peu plus par là. Voilà, Là, merci. là, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Alors, je vais juste bouger ça. Voilà, parfait. L'attention, donc ça c'est la première maîtrise dont je vous ai parlé. Il y a trois attentions principales avec lesquelles on peut travailler. Ensuite, il va y avoir la transformation qui est la deuxième maîtrise. Je regarde, voilà. C'est là que vous allez trouver les quatre accords. Et puis, il y a le cinquième. Alors, le cinquième, je le mets à part aussi quand je travaille. Je vous expliquerai après. Et ici, on va arriver après à ce qu'ils appellent la maîtrise de l'amour, mais qui est appelée aussi intention. Et l'intention, finalement, c'est le départ de tout process. Donc, moi, j'ai mis du temps à voir ça sous cette forme-là, et à partir du moment où je l'ai mis de cette manière-là, j'ai vraiment fait un bond en avant avec cette sagesse toltèque. Donc, parce que quand je vous parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui va me mouvoir, c'est l'intention. Alors, on a plein d'intentions. Parfois, c'est justement, j'ai des problèmes relationnels dans mon couple ou j'aimerais avoir un autre travail qui me correspond plus. On peut partir sur des choses comme ça. Puis on commence à mettre son attention et puis on va voir finalement aussi comment on fonctionne. Justement, c'est cette petite marionnette, les peurs qu'on a, ou les choses auxquelles on veut répondre, des injonctions auxquelles on veut répondre, des attentes qui ne sont pas les nôtres, etc. Donc déjà là, il y a quelque chose qui se transforme de lui-même. Et ensuite, les quatre accords, vous les trouvez ici, donc ils sont très bien pour pouvoir restructurer finalement son rapport aux choses et à soi-même avec ces quatre accords tout simples. Pour moi, ce que je dis, c'est que souvent, on peut au moins récupérer quelque chose d'assez intègre concernant notre personne. Le cinquième accord viendra ensuite pour pouvoir permettre une ouverture, une réouverture, et puis faire encore bouger notre nous, le faire évoluer. Et en fait, ensuite, on arrive à la fin et puis on va pouvoir regarder si on a atteint notre intention ou pas. Et avec l'amour, si on est satisfait, si c'est en ligne, si c'est aligné, si c'est OK ou pas. Et à ce moment-là, on peut repréciser éventuellement l'intention, ou bien parce qu'on passe à une autre phase de sa vie ou à d'autres préoccupations, repartir sur une nouvelle intention et affiner tout ça. Est-ce que ça va, c'est concret ça? J'aimerais venir sur quelque chose d'assez concret du coup par rapport à à ton schéma.
Oui, On est du coup dans cette mouvance du développement personnel, de beaucoup écouter son corps, enfin, voilà, d'avoir vraiment cette espèce d'écoute, d'ultra écoute du corps. Et en fait, souvent, je remarque qu'entre l'attention et la transformation, il y a des grosses résistances. Et toi, tu parles du juge intérieur que je trouve hyper intéressant parce que du coup, là, c'est au contraire peut-être ne pas écouter son corps ou alors ne pas le surécouter, le corps et le mental. Et je trouverais c'est intéressant que tu parles un peu. oui. Alors, en fait, le problème des conditionnements, je vais faire un petit bonhomme, là, ça va, vous verrez. Le petit bonhomme, en fait, ben, il s'est pris déjà dans son énergie des déformations parce qu'on lui a dit il faut pas être comme ci, il faut pas être comme ça, etc. Donc son énergie, elle est déjà un petit peu, euh, un petit peu déformée. On appelle ça le poison émotionnel, par exemple, dans le jargon de Ruiz. Et puis, par exemple, on peut être sursollicité en termes d'attention envers, par exemple, ses parents ou son patron, parce que c'est le patron, alors on doit tout faire pour lui. Et donc, je vais juste regarder un petit peu ça. Voilà. Donc, il y a des flèches qui arrivent comme ça, puis on a des blessures. Et puis, du coup, on ne peut pas fonctionner normalement. Les conditionnements, ils vont arriver ici, dans la structure, on va dire, mentale, mais aussi au niveau de l'émotion. Alors, c'est vrai que moi, parfois, je vois passer le fait de écouter moins son cerveau, écouter plus son corps. Mais si on imagine, par exemple, allez, je vais faire un truc un peu caricatural parce que j'aime bien ça, parfois pour montrer mieux les choses. Si on est dans une éducation où les garçons ne doivent pas pleurer et par contre les filles doivent toujours être disponibles, etc., avec les conséquences qu'on peut voir aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà abordé ces termes, ça veut dire qu'en fait, il y a un conditionnement qui se fait aussi là. Donc, par exemple, d'être toujours à l'écoute de l'autre, toujours au service, et puis de s'effacer. Et puis, par exemple, de ne pas avoir le droit de s'exprimer ou de donner son avis. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, parce que je pense, dans ce cycle qu'on a fait ensemble récemment, on a eu un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple, il y a une personne qui a commencé à s'exprimer un peu plus à la maison. Bon, ça fait partie des conséquences du travail. Et elle a eu extrêmement mal à la gorge. Alors, elle s'est dit, ah, c'est un message. Ça veut dire qu'en fait, non, je ne dois pas m'exprimer. Ça, c'est un des troisièmes, dans les trucs de domestication, c'est le troisième truc, c'est l'interprétation, mais je ne voulais pas l'aborder, comme ça vous l'avez un petit peu saupoudré sur le reste. L'interprétation est aussi une problématique, parce qu'elle est en lien avec la manière dont on est amené à voir les choses, et qui sont aussi conditionnées. Et en fait, tout simplement, je lui ai proposé de se dire, et si simplement c'est parce que ces cordes vocales, elles n'ont jamais pu être utilisées et qu'elles n'ont pas l'habitude de pouvoir s'exprimer. Et donc c'est ça où l'écoute du corps peut être aussi, selon la manière dont on va voir les choses, par le filtre de nos conditionnements, de nos limitations ou de nos blessures, quelque chose qui va nous desservir. Je vous prends un autre exemple qui est plus personnel, c'est que je suis très empathique. Or, j'ai appris ces dernières années à devoir me positionner fermement et à mettre des noms à une personne à qui je disais toujours oui. Alors que, en dehors du champ personnel, j'ai pas trop de problème à dire non. Et en fait, les premières fois où j'ai fait ça, mais je partais en tachycardie. Parce que tout mon système disait non, 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 c'est dangereux, il faut surtout pas aller là, il faut. Voilà. Donc, ça, c'est assez concret, je veux dire, c'est des effets physiques. Mais quand on est bien au clair et qu'on a fait notre parcours, bien au clair qu'à un moment donné, là, ce que j'étais en train de mettre en place, c'est ce conditionnement de toujours caresser dans le sens du poil cette personne pour des raisons voilà, de relations personnelles. Et ben en fait, mon corps était en réaction parce qu'il me présentait ça comme un danger en fait. Voilà. Il me le présentait comme un danger, pas parce que c'était un vrai danger, mais simplement parce que c'était un danger par rapport à mon livre de la loi dont tu parlais. Donc le livre de la loi, c'est celui qui a tous les conditionnements
ou les lois auxquelles on est censé répondre. Par exemple, Ingrid, tu seras une gentille fille avec cette personne. Voilà. Allez savoir pourquoi il y avait ça dans mon livre de la loi, mais il y était. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée dans des situations très compliquées. Et à partir du moment où j'ai pu changer cette loi, j'ai repris mon pouvoir personnel. Je suis pas obligée de dire non, mais quand j'ai envie de dire non, je peux. Et je rentre plus en tachycardie. Et le livre de la loi, en fait, il a un gardien. Qui est, Clémence? Le juge. D'accord, tu voulais que je le sorte, il est là. Et en fait, le juge, c'est celui qui est toujours en train de nous pourrir la vie, il amène la culpabilité, il amène les interdictions, etc. Et effectivement, c'est celui qui va nous punir. Donc, quand j'ai franchi cette loi, ou quand la personne qui s'est exprimée à la maison a franchi cette loi du silence, le juge a monté tellement fort son emprise, ou tenté de monter tellement fort son emprise sur la personne qu'il y a eu des réactions physiques, comme moi avec ma tachycardie, elle avec sa gorge. Donc voilà, ça c'est un exemple de choses qui peut se passer. Donc méfiez-vous vraiment de la manière dont vous voyez les choses, vous les interprétez, de la manière même des fois dont votre cœur réagit. Parce que oui, alors on peut parler de l'amour et de l'amour universel, mais en même temps, il y a quand même des limites à poser dans le monde concret pour que cet amour puisse advenir et advenir d'une manière qui soit saine et qui soit vraiment universelle, c'est-à-dire pas à défaut pour moi et tout pour l'autre, par exemple. Hein. Donc, bon, en plus, c'est un mot qui est très galvaudé, donc on prend le temps aussi de regarder ce que ça veut dire derrière. Voilà. J'avais une autre idée en tête, mais elle ne revient pas. Peut-être elle reviendra avec des questions. Je ne sais pas. Quand on parle comme ça, j'ai quand même l'impression que c'est difficilement accessible. Pardon. Pas face à soi-même. Juste en lisant le livre et en suivant tout ça. Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir quand même quelqu'un d'extérieur pour guider dans ce processus? Alors, tu me connais suffisamment pour dire que déjà pour moi, chacun est libre de faire le chemin qu'il veut. Et la deuxième question, ou la deuxième partie, c'est qui peut. Alors, on peut faire tout un chemin seul, bien sûr, et c'est valable. Après, souvent, quand on aborde, de ce que je peux percevoir dans les accompagnements, c'est justement que quand les personnes l'abordent, elles manquent parfois d'un recul, ou bien justement elles tournicotent dans leurs pensées, et puis après elles savent plus finalement qu'est-ce qui est juste ou ce qui est pas juste. Alors moi je suis pas là pour ça, mais dans le process, si tu veux, ce que je propose c'est entre chaque donc un process c'est sur 7 séances une fois par mois, et donc sur les 4 semaines entre chaque rencontre, il y a un type d'exercice par semaine. Et c'est simplement en s'amusant, en jouant avec ces choses-là, que le travail se fait. Alors parfois, évidemment, ça va être un peu pénible. Et puis, il y a des manières d'aborder les choses. Par exemple, si vous voulez aller vous battre contre le juge, vous aurez toujours perdu. Par contre, et c'est ça que sont les accords, à partir du moment où vous commencez à changer la loi, le juge, il va suivre ces lois-là. Et on ne peut pas juste tout casser ou brûler le livre de la loi parce qu'on fonctionne pas, on peut pas fonctionner comme ça en tant qu'humain. On a besoin d'avoir quand même une série de guides ou de normes ou de repères. Et donc, si tu veux, ces accords-là, ici, ils permettent au contraire d'avoir quelque chose qui, au lieu d'être enfermant, est quelque chose de supportant et qui permet déjà de retrouver une forme d'intégrité et puis de redynamiser le système vers quelque chose d'évolutif dans le sens de la conscience. Voilà, donc il y a un chemin qui est tout à fait possible de faire seul, mais il y a souvent quand même des angles morts et puis des écueils par rapport à ça.
comme on vient de le démontrer par rapport, par exemple, à des réactions physiques où on se dit, mais mon corps, il me dit juste non, quoi. Et en fait, et ça, en fait, c'est ce que moi j'amène en plus, c'est que je peux amener, hop, juste le petit truc qu'il faut pour qu'on change la dynamique de ce truc et que ça puisse passer facilement. Après, il faut se confronter, il faut avoir le courage de se confronter à soi-même, d'aller voir les choses. Est-ce qu'on pourrait dire que l'histoire de l'attention, c'est un peu l'outil principal et premier qu'on peut intégrer dans son quotidien sans forcément, enfin voilà, en étant autonome? Oui, alors d'ailleurs on le retrouve aussi dans pas mal de traditions amérindiennes, entre autres, ce qu'on appelle ça sous la forme de la traque, en fait. On la retrouve notamment chez les Indiens des plaines. Donc la traque, c'est le fait de prendre un élément et de suivre sa piste. Donc par exemple, on pourrait dire, je sais pas moi, pour quelqu'un qui aurait de la peine à dire non, qui traque en fait, c'est-à-dire qu'il va commencer à observer, à poser son attention sur qu'est-ce qui se passe, hein, l'attention seconde, qu'est-ce qui se passe qui fait que je dis non, que je dis pas non, pardon, qu'est-ce qui m'empêche de dire non, qu'est-ce qui a du pouvoir à ce moment-là, qu'est-ce qui tire la ficelle. Donc ça c'est déjà une bonne manière de pouvoir, je veux dire, passer outre le juge. Et donc ça c'est facile en fait. Et là, on ne se confronte pas directement au système, simplement on commence à regarder comment ça marche. Et le simple fait de poser son attention dessus, ça change l'expérience déjà. Alors, bizarrement, ça rejoint certaines notions de physique quantique, n'est-ce pas? L'observateur change l'expérience. Est-ce que tu aurais des anecdotes ou des expériences vécues qui t'ont vraiment marqué en utilisant cette technique, ce processus de transformation? Ah, des anecdotes, j'en ai toujours plein. Spécifiquement, là comme ça, à froid ou à chaud, je sais pas si je suis froide ou chaude. Non. Peut-être toi, t'en as une à partager? Euh, enfin, j'ai trouvé que c'était, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai trouvé que c'était vraiment une méthode, un processus qui était à la fois hyper simple et hyper transformateur. C'est vrai que quand on regarde le schéma, qu'on parle voilà, du juge et de toutes ces grosses blessures, de ce que ça peut faire remonter, ça peut avoir l'air compliqué, long, fastidieux. Et j'ai trouvé ça en fait beaucoup plus simple que bien d'autres travails de développement personnel que j'ai fait sur moi. Après, bon, c'est venu aussi compléter, évidemment. Mais, mais ouais, je trouve que c'est très transformateur et qu'en fait, d'une manière très simple, en fait, avec quelques principes, enfin, ouais, quelques principes et un processus très simple d'intention, de poser une intention, de savoir aussi comment poser son intention Mmh. et de tourner comme ça en rond, Sans rond. spirale. Mais ça faisait pas toujours rêver là tout de suite. Non, non, c'est plus en spirale, je dirais. Très bien. Ok. Oui, donc en fait, bon, ça c'est aussi ma touche personnelle, hein. Moi, j'aime bien travailler. Je travaille toujours sérieusement, mais d'une manière légère. De nouveau, je veux dire que si vous commencez à prendre premier accord, parole impeccable, ouais, ça voilà une anecdote qui vient, pardon, quand moi j'ai commencé, je me suis levée un matin en ayant lu premier accord, parole impeccable, super, je vais passer ma journée à pratiquer ça. Au bout d'une demi-heure, j'étais épuisée, dégoûtée. Vu le nombre de conneries que tu peux dire, vu le nombre de pensées débiles que tu peux avoir, enfin voilà, et puis d'être au milieu de, voilà, je bossais avec des collègues, les rumeurs de couloir et tout, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, moi je propose, je décortique ces trucs-là pour que ça soit ludique, et puis qu'on peut jouer avec les mots, qu'on peut voilà revisiter certaines parties plutôt que d'essayer de l'appliquer d'une manière très
académique ou je sais pas pour voilà en disant ah ben ça y est j'ai compris le truc je le fais et c'est ce que je disais tout à l'heure il y a un gap énorme donc l'idée c'est vraiment plutôt de le faire avec une notion de jeu mais par contre on le fait sérieusement et l'autre touche que j'ai ben, c'est de pas vous louper quand vous êtes à côté de la plaque. Ça, c'est sûr. Bon, du coup, on revient à la boucle dont tu parlais, ton anecdote par rapport aux personnes que tu accompagnais quand tu étais dans la police, de remettre aussi du détachement et de l'humour pour pouvoir aller sérieusement travailler sur quelque chose, en fait. Oui parce que le système en lui-même en fait il est tellement puissant que l'idée, c'est finalement qu'on l'accompagne et qu'on le laisse agir plutôt que de se charger d'une mission impossible, quoi. Donc ça c'est clair. Si je vous dis, ben aujourd'hui vous travaillez votre attention seconde et puis pareil, vous faites comme moi avec ma parole impeccable. À 8 heures vous êtes taquet. À 9h30 vous allez boire un café, vous êtes désespéré parce que c'est la folie. Et en plus on est dans une société actuellement où l'attention, elle est tout le temps volée. Et l'attention, c'est vraiment la base du pouvoir. Donc, par exemple, tous les réseaux sociaux, etc., vous devez le savoir. Hein, il y a des algorithmes puissants derrière qui sont le fruit d'études, des réactions au niveau neuronal, etc. Ils sont extrêmement pointus sur le fait de venir chercher, d'activer les circuits de plaisir et de venir chercher certains circuits spécifiques pour finalement capter votre attention. Et donc, moins vous avez d'attention pour vous-même, plus votre énergie elle est au service de ceux qui captent l'attention. Voilà, on rigole tout de suite moins. Hein. Mais c'est ça aussi, le travail en arrière-plan. Et donc, il y a vraiment des gros enjeux. Hein. Et quand on dit devenir maître de son rêve, c'est ça finalement. Quand on commence à prendre conscience ou à se voir fonctionner avec ces choses-là, on peut vite devenir dingue. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller avec des petites touches précises et de faire un point ou 2 points spécifiques pendant une semaine, après on passe à un autre, etc. Et en fait, c'est en faisant ces petits trucs, un peu comme des jeux, un peu d'une manière ludique, au bout des 4 semaines, on a bien travaillé l'attention. On a réveillé beaucoup de choses. Et puis, comme je le disais, avec cette attention, comme c'est du pouvoir, à partir du moment déjà où vous êtes en attention seconde, l'expérience change et vous avez déjà fait tomber un certain nombre de briques qui vous enferment dans votre situation. J'allais te demander quels étaient les bienfaits, mais je pense que tu en as déjà énoncé pas mal. Mais si tu veux en rajouter, n'hésite pas. Alors, j'ai aussi ce côté terre à terre où je ne vends pas du rêve. Donc, je vous accompagne sur un process, mais par contre, je peux pas vous donner les résultats parce que ça vous appartient à vous et ça va avec ce que vous pouvez mettre. Donc, ce que je dis souvent, c'est que quand on n'a par exemple jamais trop travaillé sur soi, notre pouvoir il est relativement faible. Et l'idée, c'est juste d'aller grappiller où on peut. Hein. On commence par ça. Puis parfois, on voit qu'il y a des trucs qui sont trop gros. C'est pas pour maintenant, et c'est ça aussi qui facilite. C'est que parfois, il y a des trucs où je me permets de dire, garde peut-être ça pour plus tard, continue à faire ce que tu fais. Et puis, c'est ça qui fait qu'on tourne en rond, pour reprendre ton expression, qui fait qu'en fait, on fait un premier tour, on a déjà récupéré du pouvoir. Puis plus vous avez du pouvoir, plus vous êtes fort pour faire quelque chose de plus grand ou de vous attaquer à une résistance plus importante. Donc voilà, mais où ça va vous mener, ça, ce sera à vous de le découvrir au final. Je peux pas promettre quoi que ce soit, tu vois, mais par contre, c'est vraiment cette idée d'aller toujours vers plus de pouvoir personnel avec ce mot pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est je peux, et finalement je peux être moi-même, et je peux finalement exprimer qui je suis, et j'ai autant de valeur et de validité que n'importe qui d'autre. En chamanisme, le cercle est un des symboles les plus importants, parce que si on se met tous en cercle, on est tous au même niveau, à même distance de la source, ou voilà. Et il n'y a pas un qui est plus haut que l'autre, il n'y a pas un qui dirige les autres, voilà. Et c'est vraiment cette idée déjà, premièrement, de retrouver sa place dans l'ordre du vivant. Et puis, comme je dis, finalement, de pouvoir récupérer le choix
Le choix, tous vos blocages, toutes vos peurs, tous vos conditionnements, vos interdits, vos tabous, tout ça, c'est des trucs qui sont inscrits dans votre livre de la loi, mais qui n'ont de valeur que parce que finalement, votre juge vous oblige à le respecter. Alors, comme je dis, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais après, si j'ai plus de doigts, moi, je peux sortir dans la rue et puis tuer des gens, et puis c'est pareil, quoi. Mais en fait, dans ce processus, comme on va vers l'authenticité, on arrive sur des valeurs universelles qui sont plutôt hautes et fortes. Et en général, c'est plutôt des choses comme l'altruisme, l'ouverture, la bienveillance, la tolérance, la compréhension, les limites saines, voilà, le non-sain, voilà, qui se développe en fait. Mhm. Donc c'est là où on va être plus, dans plus de joie, plus de légèreté, d'authenticité, plus de plaisir à vivre, et du coup, ben, on va être plutôt dans quelque chose de généreux, plutôt qu'égoïste. Donc paradoxalement, le fait de redéfinir son intégrité n'est pas quelque chose qui va à l'encontre des relations naturelles. C'est un cercle vertueux. Oui, On va passer aux questions, à part si tu as envie de rajouter quelque chose. je suis meilleure pour répondre aux sollicitations que pour ouvrir ma bouche toute seule dans mon coin. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat. Et comme je le disais au début, s'il y a des questions trop compliquées à poser à l'écrit, ouvrez votre micro pour les poser. Oui, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un échange direct, mais on n'aura peut-être pas le temps pour... Oui, alors oui, bon, on est encore 35, donc on n'aura pas le temps pour 45, ouais, 40 questions, mais ça serait chouette d'en avoir quelques-unes. Alors, Alors, point de vue sur l'idée que tout est concept. Alors, j'aurais besoin déjà... Ouais, là, typiquement, c'est quelque chose où je préférerais pouvoir comprendre alors, ce qu'il y a derrière la question, tu vois. que la personne peut du coup prendre le micro, la personne qui écrit point de vue sur l'idée que tout est concept, ouvrir son micro pour poser la question. Donc, j'ai ouvert mon micro. Voilà. Bonsoir. 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 Vous me voyez aussi, je pense. Moi, j'arrive pas à me voir, je n'ai pas la caméra, mais bon, c'est pas grave. Oui, le fait de considérer que l'idée que tout est concept, c'est de bien comprendre que ultimement, rien n'existe en soi, en fin de compte, et puis d'arriver à vraiment réaliser que bah, toute l'attention qu'on peut porter est seulement liée à l'amour qu'on peut se donner à soi-même et puis aux autres. Je vais donner un exemple, par exemple, bon, voilà, hier, j'ai eu un accrochage avec mon véhicule. C'est un sac qui est tombé sur mes genoux, puis hop, voilà, j'ai dévié, puis eh bien, j'ai pas eu de réaction étonnante par rapport à ça, c'est arrivé. Mais j'ai pas eu besoin, en fin de compte, de savoir pourquoi ça m'est arrivé, gna, gna, gna. Mais toute l'attention était d'apporter en fin de compte du bien-être à la personne avec qui j'avais fait subir ça, et puis de faire en sorte que justement l'amour s'en dégage, quelles que soient les circonstances qu'on peut arriver à Mhm. avoir dans la vie. L'important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est savoir ce qu'on en fait, et Oui. puis apporter de l'amour dans toute chose, quoi. Voilà, alors ça c'est très. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc effectivement, là, quand tu parles de ça, de sortir de sa voiture, donc tu es déjà sur une intention, et puis là c'est cette relation avec le mot amour. Hein. Alors amour, de nouveau, il faut l'entendre d'une certaine manière et pas Ouais. forcément comme on l'entend habituellement. Et puis de poser son attention effectivement sur une partie de la situation plutôt qu'une autre. Et donc là-dessus, effectivement, c'est ce que tu as fait. Au lieu, par exemple, de poser ton attention sur le temps que tu perds, l'injustice que ça qui soit tombé, le fait que l'autre, ils étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà, exactement. Donc il y a cette histoire de la maîtrise de l'attention qu'on entend très bien dans ta dans ton récit, et qui fait que la transformation, elle est
immédiate. Donc, toi, tu peux parler de concept si tu veux. Et au moment où tu as posé amour, j'avais envie de te dire, alors est-ce que l'amour n'est pas un concept? Si tu veux, au niveau comment je perçois les choses, hein, je vais rester sur un partage de mon expérience et de ma vision des choses. En fait, même le concept est déjà plus de l'énergie. C'est déjà une énergie mise en forme quelque part. Mhm. Alors que l'amour ne le serait pas. L'amour, ouais, pour moi, c'est vraiment tout et rien. Voilà, Et c'est ça. Ce serait même préconceptuel en fait. Et là, on n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'explicable. C'est vraiment comme un état naturel dans lequel on peut se retrouver par moment, comme les états d'éveil, etc. C'est une forme d'amour qui est très particulière. C'est comme si en fait il n'y a plus de résistance entre l'univers ou Dieu ou la source, comme vous voulez, et soi en fait. Donc comme si on est en parfaite symbiose. Et donc ici, ben, l'attention se transformerait en conscience pure. J'en parle au conditionnel parce qu'en fait, si vous voulez, alors moi j'ai eu l'occasion de vivre des états d'éveil spontanés très jeunes. Euh, Il n'y a même plus une notion d'attention ou de quoi que ce soit de tout ça. Ça n'existe plus. Donc ouais. là, on est hors du concept. Par contre, ce que tu as fait, c'est très Toltec. Et qui ressort de ton témoignage, c'est surtout que l'absence du juge, en fait. Mhm. Il n'est pas venu Oui, te mettre le bâton dans les roues ou te dire, tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça. En tout cas, pas dans le témoignage tel que tu le partages maintenant. ouais, vraiment, mon adage de tous les jours, c'est accueillir ce qui arrive. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est de savoir ce qu'on en fait, quoi. Et Alors, l'amour qu'on peut porter ouais, à toute chose qu'on vit, quoi. C'est vraiment. oui, mais parce que alors ça c'est très intéressant aussi comme tu le poses, c'est-à-dire accueillir, oui. Si tu veux, d'un point de vue chamanique, c'est pas que ça, parce que bah, on peut accueillir et puis on peut s'en prendre plein la gueule, hein. Oui. Donc il y a quand même une intention qui est liée à ça et d'une action ou d'une réinformation des champs d'énergie. Et ça c'est important. Parce que c'est pas non plus quelque chose où on subit, hein. Acceptation, parfois, il peut aussi avoir ce côté non impeccable qui est de subir. C'est pas du tout ça. C'est qu'on reste finalement un guerrier, hein, quelque part. Mhm. D'accord? Donc, ok, il se passe ce qui se passe. J'essaie de faire en sorte que mon juge fonctionne avec moi plutôt que contre moi. Mais par contre, je réinforme ou je redirige. Mhm. Bien. Oui, je comprends, oui, mais c'est vrai Merci. que c'est pas accueillir tout ce qu'on a à accueillir que l'on Ouais. subit, c'est parce Oui. qu'on a porté les bonnes intentions et on en était dans la vraie attention Exact. qu'on essaie de faire le maximum et malgré tout, bah, des choses nous arrivent. Ouais, faire le Et, maximum, bah, tu vois, c'est le quatrième accord. ouais, c'est ça. Bien. Merci beaucoup. Je vais passer à la question suivante. Pour ta question. Tatiana. Alors, je vais les prendre dans l'ordre logique, si tu veux bien. Quels sont les 4 accords Toltec et doit-on les suivre dans l'ordre quand on travaille avec eux, ou ça dépend de la personne et de son chemin? Donc, on va commencer du coup dans l'ordre. Oui, alors, donc les 4 accords, alors, je les connais dans l'ordre. Le premier, c'est parole impeccable. Le deuxième, c'est ne pas faire de suppositions. Le troisième, ne pas le prendre personnellement. Et le dernier, c'est faire de son mieux. Voilà. Alors, je pense pas que ce soit forcément bien de les prendre dans l'ordre. En fait, ce qui serait mieux, c'est plutôt de prendre celui qui convient à la situation. Donc pour ça, il faudrait déjà les connaître un tout petit peu. Euh, et puis, il y a aussi des manières de le poser. Je ne peux pas rentrer là-dedans, ça me prendrait trop de temps. Mais voilà. Donc, parole impeccable, pour moi, c'est quelque chose, l'occurrence pour le dernier cycle, c'est la partie de la transformation qu'on a quasiment pris en dernier. Pour que ce soit bien compris au niveau de l'énergie. Et puis quand on a déjà commencé à poser des bases où on se sent plus fort, hein, donc ça c'est le truc du pouvoir.
Euh, voilà, j'ai répondu à tout. Mhm. Ouais. Il me semble. Sinon, la personne peut relancer une autre question. Du coup, je lis la prochaine par rapport aux accords Toltec. Quelqu'un demande, n'y a-t-il pas une inversion de les accords Toltec? Par exemple, prenons celui de ne rien prendre personnellement. N'est-ce pas plutôt la conséquence d'un travail sur soi plutôt qu'un but à rechercher? Ainsi, après un travail sur sa propre personnalité, naturellement, on ne prendrait plus rien personnellement. L'accord ne serait donc pas un but à rechercher d'emblée, mais arriverait de lui-même après un travail. Ok, alors, d'où le fait que je présente ça comme un cycle. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut commencer par se dire, tiens, j'ai reçu une remarque sur le fait que je n'étais pas bien coiffée aujourd'hui ou que j'avais une sale tronche. Et puis, ça vient ici, ok, hop, il y a chez moi quelque chose en lien de pourri, on parlait de poison émotionnel, de pourri sur mon image. Donc, quand l'autre vient dire « t'as une sale tronche », hein, le poison émotionnel, en fait, il vient parce que moi, j'ai déjà quelque part cette bactérie en moi et ça vient juste la stimuler jusqu'à ce qu'en fait, elle va prendre tout le bordel en main et puis je vais passer ma journée catastrophée. D'accord? Donc, effectivement, il y a une partie de ne pas prendre personnellement, de comprendre que finalement, ce que l'autre voit lui appartient. Ça peut être une première étape. Et généralement, je commence comme ça. Et après, suivant où vous en êtes dans votre cheminement et dans votre conscience, là où on va travailler sur votre bactérie. D'accord? Et donc, effectivement, à un moment donné, si j'ai plus de bactéries, l'autre peut me lancer toutes les flèches qu'il veut. En réalité, ça atteint aucune cible, parce que la cible n'existe plus. D'accord? Donc, on a à la fois le point de départ et le point d'arrivée, si tu veux. Et c'est pour ça que je parlais de recréer une intégrité. C'est parce que, si vous voulez, à partir de là, j'ai plus les failles dans lesquelles ce genre de choses peut venir, parce que je n'ai plus la blessure. Ça ne peut s'infecter que si j'ai la blessure qui est active. Une fois que j'ai fait cette guérison, la même flèche peut arriver. Et puis en plus, ce qui est magique, parce que j'adore la magie, c'est que généralement, on nous envoie même plus les flèches. J'adore. Voilà. Du coup, je rebondis sur la question du cinquième accord Toltec. Quelqu'un qui dit, j'adorerais entendre un petit bout sur ce qu'est le cinquième accord. Ouais, alors, quand il y a longtemps, hein, je sais plus, c'était je crois la deuxième fois que je donnais le cycle, quelqu'un qui a dit oui, bon, enfin le cinquième accord c'est du commercial parce que parce qu'ils vendent plus de les quatre accords. Et j'ai rigolé parce qu'en fait, comment je le perçois et je trouve super qu'ils soient séparés parce que comme je dis en fait, les quatre accords pour moi, ça recrée ça. Ça veut dire quelque part qu'on revient dans une forme d'autarcie, hein, par rapport à nous-mêmes, dans une énergie qui est auto-régénérante, pardon, et qui fonctionne bien. Mais à un moment donné, si je fonctionne que dans ma bulle, et que donc effectivement la plupart des flèches ne me touchent plus, que effectivement je laisse avancer les choses comme elles se présentent, un peu comme on a parlé avec l'interlocuteur précédent. Je suis désolée, je sais pas, c'est marqué bébé, mais on va pas t'appeler bébé. Et le cinquième accord, en fait, c'est celui qui permet de réouvrir à une dynamique. Je l'ai dessiné comme ça parce que elle permet finalement quelque part de continuer de grandir ou de croître. Et c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et ça va avec le reste. Que ça, soyez sceptiques, c'est quelque part une déclinaison de ne pas faire des suppositions. On reste sceptique. J'entends l'autre qui vient me dire t'as une sale tronche. Alors je suis plus dans ma réaction parce que j'ai bien travaillé avec mes quatre accords. Par contre, peut-être que je vais l'écouter, c'est ça. Sceptique, c'est peut-être pas sur ma tronche, mais par contre, j'ai peut-être une information. Ah ouais, en ce moment, je tire un peu trop sur la corde, je prends pas assez le temps de me reposer. Donc, je prends l'information qui m'est utile.
Voilà comment moi je pratique cet 5e accord. On a une autre question, je te remercie. Sur le... Ah oui, alors du coup, bébé, c'est Bruno, pour répondre à ça. Et quelqu'un qui demande, est-ce qu'on pourrait dire que le juge est aussi notre mental? Alors, on le conçoit la plupart du temps comme le mental. Et j'ai pas repris ce principe, si vous voulez, que, en tout cas, dans les mondes dans les tribus chamaniques actuelles, ce que j'observe la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont pas un mental surdéveloppé comme le nôtre, trop développé. Ils sont beaucoup plus dans l'empirique. On peut parler des hémisphères du cerveau aussi. Il n'y a pas de distinction entre le corps, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Pour eux, tout ça, c'est de l'énergie. Alors oui, il y a des différentes couches, mais ils les nomment pas forcément comme ça. Et ils savent très bien travailler depuis un niveau ou depuis un autre quand il faut faire de la guérison. Enfin, en général, c'est de la guérison. Voilà. Mais le juge, parfois, effectivement, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, cette histoire de gorge qui se bloque. Et c'est pas forcément une petite voix dans la tête qui vient dire t'es con, t'es pas à la hauteur. Bien sûr que c'est aussi lui, mais parfois, comme moi, ça peut être cette tachycardie. C'est pas une phrase qui dit je sais pas quoi. Donc c'est pas que du mental, c'est énergétique aussi. En fait, ce travail toltèque, et je rappelle quand même la base que je suis chamane, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, et en plus je suis plutôt sur l'énergie, parce qu'il y a différents types de chamanes, etc. Mais moi je suis vraiment sur, comme je disais, les énergies de fond, etc. Et en fait, ça formate le corps. Hier, j'entendais parler un gars d'une personne qui avait subi un viol, et puis en fait, des années plus tard, elle développe un cancer, donc lui c'est plutôt un scientifique, et puis au final, en faisant une transe, elle a compris que le cancer c'était ce poison quelque part de cet état de choc, et donc c'est pas mental ça, c'est une maladie physique, d'un événement traumatique, d'un poison émotionnel. Donc voilà. Donc un message, effectivement, mais le message n'est pas mental, de dire t'es bonne à rien, voilà. On peut abuser de toi. Quand as-tu prévu un prochain accompagnement avec les accords? Et moi, je rajouterai à cette question, du coup, en distanciel et ou en présentiel. Ouais. Alors, c'est toujours sur mes cycles qui font automne-printemps. Le prochain, c'est le 5 octobre. Voilà, c'est un samedi matin. Et puis, j'ai prévu ça en ligne. Et puis, il y a donc ça, c'est vraiment, on va dire, on prend vraiment ce que j'ai présenté ce soir. Et puis, je présenterai un cycle pour ceux qui ont déjà fait le premier une ou plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà bien intégré ces notions-là et qui ont déjà fait un bon chemin. Je vais faire une déclinaison un petit peu plus particulière. C'est sur le mythe personnel.